so to remember, oh, see me like my woman, do you feel? Bonjour, alors petite vidéo pour expliquer comment un homme de 53 ans est fan de manga et de pop culture nippone. Voilà. Donc les mangas, les animés plutôt dans un premier temps. On va plutôt parler d'animation. Et dans un deuxième temps, dans une autre vidéo sans doute, on parlera des mangas papier, des livres donc, bande dessinée. Et donc, ici, on va commencer par l'animation, principalement à la télévision. Voilà, donc moi, je suis né en 1969, voilà. Mais on peut dire que j'ai pas vraiment de souvenirs avant mes 6 ans, donc tout va commencer en 1975. 1975, quasiment pas de dessin animé français. Je veux dire, à la télé, je me souviens que je me dépêchais pour aller regarder. Il y avait rien l'après-midi à la télévision. Et juste avant le journal télévisé, ils mettaient toujours Love is all, love is all. Un petit clip vidéo là de, je pense que c'est Roger Glover. Et c'était un petit dessin animé, ce petit clip vidéo. Et chaque fois que je regardais ça, voilà, j'étais fasciné parce que pour moi c'était du Disney à la télévision. Parce que Disney c'était toujours au cinéma et à la télévision on n'avait pas énormément de dessins animés. En tout cas pas de dessins animés français. Donc là, celui-là non plus puisque visiblement c'était américain, mais enfin ils le diffusaient sur la chaîne belge, je pense. Juste avant le journal télévisé. Qu'est-ce qu'on avait quand même comme dessin animé? Donc des dessins animés américains, comme Félix le Chat, Popeye, des vieux trucs comme ça, et puis tous les Hanna-Barbera, tous ceux que vous connaissez. À l'époque, c'était surtout Yogi l'ours, Hong Kong Foufou, qui est très très années 70, et Scooby-Doo, évidemment. Donc voilà, ça c'est les années 70. 75 on va dire, j'ai 6 ans et c'est ça que je regarde à la télévision. Il y a aussi les Warner Bros, donc Bugs Bunny, Daffy Duck, tous ces dessins animés là. Quoi d'autre encore, Bip Bip le Coyote, enfin bon, Titi et Gros Minet. Voilà, bon, mais ça nous éloigne un peu des animés, on va essayer de recentrer maintenant. Le premier animé, alors je vais parler de dessin animé japonais, parce que le mot animé, pour moi, c'est un mot qu'on a inventé par après. Voilà, pour essayer de classer les choses, mais en fin de compte, c'est du dessin animé. Simplement, il est d'origine japonaise. Et moi, à l'époque, je regardais les dessins animés, je ne savais pas de quelles origines ils étaient. Je ne savais pas, moi, s'ils étaient japonais, hindous, ou américains, ou anglais, ou français, ou je ne savais pas, ou italiens, bref, je ne savais pas. Forcément. Donc, je ne savais pas que c'était des dessins animés japonais. Et le premier dont je me souviens réellement, c'est Prince Saphir. Alors, si vous cherchez sur Google, vous n'allez pas trouvé Prince Saphir, vous allez trouver Princesse Saphir. Pourtant, je suis persuadé, moi, que c'est Prince Saphir, le titre. Voilà, donc, j'ai retrouvé le clip vidéo du dessin animé dont je vous parle. Ce dessin animé donc, était extraordinaire, vous allez voir. Il commençait toujours de la même manière. C'est un générique assez long, mais on regardait ça comme un petit Disney, quoi. Il y a des jouets partout. Enfin, bon, c'est le rêve d'un enfant quand on a 5-6 ans. C'était juste magnifique, quoi. Et un thème quand même assez particulier pour l'époque. C'est ça que les Japonais ont apporté. Les Japonais ont apporté ces thèmes très étranges. Et donc c'est bien le prince Saphir et non pas la princesse Saphir.
Les nouvelles versions, ils disent Princesse Saphir, et ils appellent ça Princesse Saphir, avec une musique comme ça. Euh, je trouvais ça beaucoup plus intéressant de nous faire croire, de nous faire penser que c'était un garçon, et que donc on jouait beaucoup plus à l'époque sur le doute, en fait. Hein. Bon, c'est l'époque de David Bowie aussi, avec Ziggy Stardust et tout ça. Hein. Donc on joue sur le doute, parce que je pense que même le personnage, même Prince Saphir, elle est persuadée qu'elle est un prince, ou en tout cas elle joue tellement bien son rôle que voilà, elle est un prince. Il y a pas, elle est un garçon. Elle est un garçon. Donc c'est très bizarre. Donc c'est un peu en avance, hein, puisque maintenant on en parle de ces personnes non genrées, je ne sais quoi, là, qui sont pas binaires. Et ben là déjà ils en parlent. Alors là évidemment il y a une raison, puisqu'elle ne peut pas être une fille, parce que sinon ça va créer des problèmes dans le royaume. Et là, ça, c'est les méchants qui cherchent à prouver qu'ils comprennent. Voilà. Et très intéressant comme thème. Quelque part féministe avant l'heure, puisque voilà, on voit bien qu'une fille peut faire absolument tout ce qu'un garçon peut faire, avec évidemment le souci, c'est que à un moment donné, je pense qu'elle tombe amoureuse. Et donc voilà, malgré le fait qu'elle vit comme un garçon, elle n'est pas un garçon. Donc c'est vraiment... Enfin voilà, c'est un dessin animé peut-être à revoir. Et vous voyez quel côté vraiment Disney, l'animation est sublime. C'est parfait quoi. Il y a juste que c'est en 4/3. Voilà. Mais sinon c'est vraiment magnifique. Je vous laisse sur la fin. Sa maman. Magnifique. Et donc c'était en 1974, hein, donc voilà, j'avais 5 ans, je regardais ça avec ma sœur. C'est donc tiré d'un manga de Osamu Tezuka, qui est très connu après pour avoir fait Astro le petit robot et le roi lion, le roi Léo, le lion blanc là. Et donc c'est quoi? C'est l'histoire d'un bébé qui naît, c'est une fille, et comme elle doit hériter du trône de son père, et qu'elle peut être qu'un garçon, son père la fait passer pour un garçon, et il l'élève comme un garçon. Dans mes souvenirs, elle croit même qu'elle est un garçon, je pense. Il y a des scènes, je me souviens de scènes très bizarres où elle met une robe, et c'est très étrange. Évidemment, avec l'âge, elle devient grande, et donc elle tombe amoureuse, et voilà. Bref, tous les problèmes que ça peut engendrer à cette époque. Voilà. Ça, c'est un dessin animé qui me fascinait. Je regardais ça avec ma sœur. J'ai une sœur qui a 5 ans de plus que moi. Donc, j'ai beaucoup été influencé aussi par ce qu'elle regardait. Et donc, on regardait ça. Puis, il y avait le roi lion, le roi Léo, hein, donc, qui est le lion blanc. Voilà le générique original du roi Léo. Donc, bon, très mauvaise qualité, je suis désolé, j'ai pas trouvé mieux. Alors, bon, tout le monde sait maintenant, actuellement, que Disney a pompé ce dessin animé, des plans entiers, hein, quand il voit son père dans les nuages, des choses comme ça. Oh purée, cette musique. Alors, c'était même encore avant... je pense que c'était encore avant Princesse Saphir. Voilà, et j'adorais la musique. 71, donc là, j'avais 2 ans, hein, donc j'ai vraiment dû grandir avec cette musique dans la tête. Magnifique, hein. Donc je vous dis, voilà, le Roi Lion a tout piqué à ce truc-là. C'est pas le seul dessin animé, hein. On en parlera peut-être dans une autre vidéo, parce que je pense pas que dans cette vidéo j'en parlerai, mais il y a Nadia et le secret de l'eau bleue. Voilà, quand ils ont voulu faire Atlantis, mais bon, Atlantis n'a pas eu beaucoup de... Secret de l'Atlantide, je crois, n'a pas eu beaucoup de succès, alors que le Roi Lion, il a eu un succès incroyable. Et il n'y a même pas un remerciement, même pas un hommage, même pas, voilà, à Tezuka qui était... voilà, c'était le Disney de l'époque, quoi. Et lui, en plus, il cherchait pas vraiment à faire de l'argent, je crois. Il voulait vraiment juste donner du plaisir. Mais bon, voilà. Le Japon est un autre continent. On redécouvre beaucoup de choses, hein, que les Américains ont volé. Et puis, jusqu'à Astro le petit robot, mais ça c'est vers 1980, donc j'avais 11 ans. Il est plus passé dans les autres dessins animés.
Non, le vrai phénomène, là où on a commencé à savoir que c'était de l'animation japonaise, le véritable phénomène, c'est en 1978. J'ai 9 ans et c'est Candy. Candy, oui. Je vous rappelle que donc j'ai une grande sœur et que donc forcément je regarde Candy. Et donc on a au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c'est très utile. Un peu d'astuce, l'espièglerie, c'est la vie de Candy. Voilà, de mémoire, hein, j'ai peut-être raté un ou deux mots, mais c'était tellement marquant que voilà, j'ai jamais oublié la chanson. Alors, c'est un manga de filles, là de nouveau. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est dans ma famille? Est-ce que c'est l'époque? Mais on se disait pas, il y a un manga, il y a des dessins animés de filles et des dessins animés de garçons. Ma sœur regardait des dessins animés de garçons, et moi je regardais des dessins animés de filles. Enfin, je trouvais ça très chouette. Évidemment, à la même époque, vous avez certainement tous pensé plutôt à ça. Il y a Goldorak. Donc Goldorak, effectivement, c'est vraiment ça qui va, on va dire, voilà, c'est cette culture japonaise qui rentre dans notre salon, quoi. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger. L'ennemi héréditaire veut nous écraser, l'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains, viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours. Nous voulons sauver la liberté de notre planète, c'est la seule vérité. Voilà, donc générique originel, qui n'est pas la chanson de Noam, donc qui viendra par après, et certainement pas les musiques que vous connaissez. Donc, voilà. Mais ça, c'était celle que moi j'avais en tête. Pour l'amour des enfants et des fleurs, je sais pas quoi. Pour autant, au début, il n'y a pas tellement de controverses, hein, donc c'est des dessins animés visiblement pas chers. Enfin bon, bref, en tout cas, qui passaient, donc on regarde ça. Savoir qu'à ce moment-là, il ne faut pas rater un épisode parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va être diffusé. Hein. C'est à la télé, en direct, quoi. donc, Goldorak, hein, grand phénomène, quoi. Goldorak, est-ce que je dois le présenter tellement c'est extraordinaire. Hein. C'est Gonagai à la base. Tous les mechas. Alors nous, on ne savait pas qu'il y avait tout un univers de mechas autour. On connaissait uniquement Goldorak, Grandizer, mais en français ils l'ont appelé Goldorak. À cette époque-là, les Français sans doute se rendent compte qu'il y a quelque chose, il y a un potentiel avec les dessins animés, que les enfants regardent et tout. Sans doute en se disant, oh là là, mais attention, culture japonaise, violence, nous on va essayer de faire quelque chose, mais nous on est des Français, pays des Lumières. Et donc ils sortent Il était une fois l'homme. Force est de constater que c'est un très très bon dessin animé. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, moi je me souviens, j'étais à l'école primaire, donc j'avais 9 ans.
on les regardait à l'école. Donc, je pense qu'il y avait des cassettes VHS, à mon avis, quelque chose comme ça. En tout cas, le professeur nous demandait de les regarder. Je pense que c'est plutôt ça au début. Il nous demandait de les regarder. Et c'était un peu le devoir, c'est regarder Il était une fois l'homme. Et on avait des fascicules. On avait des fascicules qui sortaient en librairie, et sans doute que l'institutrice avait eu le budget, ou je ne sais pas, et donc elle nous offrait les fascicules. Et on avait les fascicules il y avait des exercices, il y avait l'histoire, et puis il y avait les exercices à la fin. C'était super intéressant. Et donc, ouais, j'ai vraiment eu de la chance d'aller à l'école à cette époque-là. Et donc, voilà, Il était une fois l'homme, c'est quand même très, très, très influencé, je pense, par l'animation japonaise qui arrivait, et donc il fallait contrecarrer et faire quelque chose de culturel, parce que Goldorak, c'était tout sauf la culture, quoi. À partir de ce moment-là, il va y avoir encore plein de petits dessins animés, comme, je sais pas, Heidi, des trucs comme ça, enfin des trucs pas très spécialement marquants. On regardait, mais on était abreuvés. On regardait, mais sans vraiment regarder. Il y a vraiment Goldorak, ça c'était le gros truc. Candy, Goldorak. Avant ça, donc je vous rappelle, il y avait Prince Saphir. Voilà, ici il faut quand même que je vous parle d'un autre dessin animé qui m'a marqué dans les années 1978. À partir de 1978, c'est la bataille des planètes. Alors la bataille des planètes, c'est en fait la version US qu'on avait, nous, donc la version américaine, occidentale, on va dire, occidentalisée, de Gatchaman. Alors Gatchaman, c'est une série japonaise, donc c'est pour ça que ça rentre dans le cadre de cette vidéo. Mais malgré tout, elle était bizarre. Alors j'adorais les personnages, j'adorais l'idée. Par contre, effectivement, c'était un peu débile. C'était l'ajout du robot. On sentait qu'il y avait quelque chose. Déjà, on sentait que l'animation n'était pas la même. Enfin bref, c'était très très bizarre. Donc il y avait le robot là, Z-Zark 7, je pense. Et puis il y avait un autre robot. Bref, il y avait plein de robots. Et en fait, ils étaient là pour combler, parce qu'en fait, ils censuraient la série pour tout ce qui était un peu violent. Et ils comblaient avec le personnage qui racontait en fait ce qui se passait, plutôt que de le montrer. Je pense qu'il y a eu 80 épisodes, 80, 85, alors que là, la version japonaise, je pense qu'il y en a une centaine. Et j'adorais. Vraiment, j'adorais. J'avais les figurines. Voilà, j'adorais, je commençais à être amoureux je pense qu'elle s'appelait Princesse, voilà, j'adorais ce personnage. Voilà, tous je les adorais, vraiment. Petit générique. Ah là, quel souvenir. Plus brillant que du vif argent. C'est ça normalement les paroles. Alors, vraiment les noms d'origine, hein, certainement, c'est un nom des noms japonais. Voilà, ça c'est le robot qui est mal dessiné. Voilà. D'ailleurs, dans l'ensemble, l'animation, on a quand même beaucoup perdu depuis Prince Saphir et compagnie. Hein, je veux dire, l'animation est très statique. Et pourtant, j'adorais. Hein, donc, comme quoi, on mange ce qu'on nous donne. Hein. Et ça, je suivais. Hein, j'aimais vraiment beaucoup. La musique, à mon avis, c'est pas la musique originale. C'est trop disco américain. Quoique. Non. Attention. Pansu. Ouais, j'avais 9 ans, ne me jugez pas, j'étais émoustillé par ça. Surtout, ce qui était important, c'est qu'ils étaient incorruptibles. Il y a plein de dessins animés, et le prochain dessin animé plutôt qui m'a marqué, c'est Albator. Alors Albator, 7 janvier 1980, j'ai 11 ans. Et purée, j'ai la trouille. Eh ouais, je suis désolé, j'ai la trouille. J'ai la trouille des Sylvidres. Ouais, alors moi, j'ai jamais su prononcer leur nom déjà. Sylvidres.
Et il y a une ambiance glauque, les sylvidres me font peur, je veux dire, l'ambiance me fait peur, tout me fait peur, je sais pas. Je vais pas dire que j'ai peur, style, non, c'est angoissant, je sais pas comment expliquer. Moi j'étais un enfant très calme, très conformiste, limite autiste, toujours dans un coin tout seul, parlais pas beaucoup. Et donc, quand je regardais ça, forcément, j'étais tout seul. Et franchement, ça me mettait mal à l'aise. Alors, ça me mettait mal à l'aise aussi parce qu'il y avait une espèce de moralité douteuse avec Albator. Est-ce qu'il était bon? Est-ce qu'il n'était pas bon? Est-ce qu'il était gentil? Est-ce qu'il n'était pas gentil? Il était froid? Voilà. Donc, vous savez, dans la vidéo sur Star Wars, j'en ai certainement parlé. Moi, Star Wars m'a beaucoup marqué. Et d'ailleurs, Star Wars est très fort influencé par la culture japonaise, avec les sabres laser et compagnie. Donc, c'est un retour des choses. Et moi, Star Wars, c'est Luke Skywalker, quoi. C'est le blanc, c'est la pureté, c'est la rigueur, c'est la droiture, c'est ce que je tends à essayer d'être. Personne n'est ça, évidemment, mais on essaye. Et quand j'étais petit, je dis, ouais, c'est ça que je veux être. Moi, je veux être un héros, je veux être quelqu'un de droit, je veux être quelqu'un d'honnête, je veux être quelqu'un de franc. Voilà. Et donc, me retrouver avec Albator, c'était compliqué de m'identifier à ce personnage. Très compliqué. Et du coup, juste avant Albator, il y avait eu Sankukai. Alors Sankukai, c'est pas vraiment un animé puisque c'est du live action, c'est des acteurs. Mais Sankukai, effectivement, ça permettait de retrouver du Star Wars avec cette culture japonaise. C'était complètement fou et c'était génial. Alors très proche quand même de l'animé, dans la culture, dans la... Je sais pas comment expliquer, dans la façon de raconter des histoires. Et donc, moi, voilà, il fallait quelque chose de moral. Et donc, il y a à cette époque-là Capitaine Flamme. Et Capitaine Flamme, ça, voilà, tout le monde connaît la chanson Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre guerre. Au fin fond de l'univers, voix off, comme c'est souvent le cas à l'époque. Voix off qui est ici faite par Dominique Paturel, qui était un comédien du théâtre, mais qu'on connaissait très bien en tant qu'enfant parce qu'il racontait souvent des histoires, les contes de La Fontaine et tout ça. On avait ça sur cassette ou sur micro-sillon, les 45 tours, des objets que vous ne connaissez plus, mais qui fait qu'on écoutait cette voix très connue. Alors, vous allez aussi remarquer que l'animation, je trouve, par rapport à Prince Saphir, je préfère dire Prince Saphir, ou même Roi Léo et tout ça, l'animation est pas terrible. On voit que le dessin animé est devenu un produit. C'est plus du tout devenu une œuvre d'art, c'est devenu un produit de consommation. Et donc il faut que ça coûte pas cher, donc il y a des tas de trucs comme ça, comme des images qui reviennent, c'est assez saccadé. Dès qu'il va y avoir moyen d'utiliser l'ordinateur, ils vont essayer d'utiliser l'ordinateur, mais bon là, on n'en est pas encore là. Reste que les scénarios de Capitaine Flamme sont quand même super intéressants, et notamment toute la partie scientifique. Je me rappelle, est souvent donc officié par une voix off, et qui explique par exemple que l'espace est courbe et qu'on peut passer à travers. Voilà. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Putain, flamme, c'est toi, un jour qui sauvera tous ceux de Mégara. Voilà, tout le fait. Alors je vous ai mis aussi le générique de fin que j'ai trouvé donc sur YouTube, parce que voilà, on voit bien que c'est hyper américain, c'est pas très japonais. En fait, c'est tiré d'un écrivain, je pense que c'est un écrivain américain. Et même si c'est Hubert Shonzu, ça fait quand même pas très... Même si Shonzu ça fait japonais, Hubert ça fait pas vraiment japonais. Et donc j'ai vraiment l'impression que ce sont des productions en fait... Voilà, là c'est typiquement américain ce genre de pompe là avant. Il n'y a absolument pas grand chose de japonais dans ce générique et dans l'idée, quoi. Le personnage, il s'appelle Curtis, bref, il y a absolument... C'est pas... Même si c'est un dessin animé japonais, la culture qu'il y a derrière n'est pas une culture japonaise. Voilà. Contrairement à des Sankukai, à des Goldorak, alors par exemple pas Candy c'est pas culture japonaise non plus,
mais malgré tout, on sent qu'ils ont été mettre leur valeur dedans. Alors qu'ici, vraiment, on ne sent pas du tout, à part peut-être la droiture, le côté un peu samouraï, peut-être. Mais je ressentais pas du tout ce dessin animé comme étant un dessin animé japonais. Voilà. On arrive à la fin du générique, je vous le laisse jusqu'au bout. Premier épisode où ils sauvent les gens de Megara, donc je vois pas pourquoi c'est au futur, mais enfin... de notre galaxie, je vais pas vous la refaire. Effectivement, là, c'est la même époque, et là, par contre, la moralité est impeccable. Hein. Il ne tue pas, il ne ment pas, il est honnête, enfin, bref. Génial. Et ce qui m'a fort marqué, moi, dans Capitaine Flamme, c'est la voix off. Ils avaient effectué leurs travaux avec le professeur Simon Wright. Ce n'était plus aujourd'hui qu'un cerveau vivant que nos amis avaient réussi à adapter sur un robot ultra perfectionné et qui était capable de se régénérer et de fonctionner indéfiniment. Donc il y a une voix off, on appelle le narrateur, hein, donc, qui raconte toujours et qui explique les sciences. Alors déjà les sciences, moi ça me fascinait. Et là aussi il y avait des explications scientifiques sur le voyage dans l'espace et compagnie. Et la voix qui raconte ça, elle était juste hyper rassurante. Elle était chaude et rassurante. Alors, j'ai fait des recherches, il s'appelle Michel Gurdin. C'est lui qui fait la voix off aussi dans Sankukai. Donc voilà, on retrouve des choses que j'aime bien. Et c'était la voix française d'un acteur américain qui s'appelle Dean Martin. Alors Dean Martin, mon père, il adorait. Et moi, j'écoutais ses chansons et j'écoute encore ses chansons, hein, comme Everybody loves somebody sometime. Everybody fall in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Donc voilà. Donc juste pour vous montrer, j'adorais ces voix chaudes et tout. Et en français, donc c'était Michel Gurdin qui faisait les voix de cet acteur. On en reparlera parce qu'il y a une autre voix dont je vais vous parler après qui m'a fortement marqué. Et donc, on va en parler directement. C'est en 1980. Donc, hein, 1981, j'ai 12 ans. Et là, il sort une production incroyable puisque c'est une production franco-japonaise. Et ouais, franco-japonaise. Donc, c'est scénarisé par les Français. C'est dessiné par les Japonais. C'est Ulysse 31. Purée. Alors, Ulysse 31, une tuerie. Ulysse, face au mal, face au bien, avec son cœur, avec ses mains. Guidé par la paix, la vérité. Et la musique, c'était quand même quelque chose. Hein. Même les dieux ne pourront t'arrêter. Ça faisait beaucoup dans un dessin animé, je pense. D'univers en galaxie, tu erres à la recherche de la Terre. Je suis Nono, le petit robot, l'ami d'Ulysse. Je suis Nono, le petit robot, l'ami d'Ulysse. Génial, rien à dire. Moi, depuis toujours, je suis fan de la Grèce antique, et particulièrement d'Ulysse, dont j'ai vu un film avec Kirk Douglas de 1954, mais que j'ai dû revoir à la télé, parce qu'en 1954, je n'étais pas né. Donc voilà, mais avec Kirk Douglas, extraordinaire, et voilà, Ulysse, dans Ulysse 31 en tout cas, c'est le père parfait. Hein. Comme Charles Ingalls dans La petite maison dans la prairie, et comme mon père, quoi. Donc, voilà, alors effectivement la voix off qui va raconter l'histoire. Le 31e siècle. C'est parce qu'Ulysse avait terrassé le Cyclope et ainsi sauvé Télémaque, Thémis Son et fils, Noumaios la fille de que les dieux de Noumaios. l'Olympe imaginèrent Non, c'est pas sa cette fille, sa terrible sœur. vengeance. Quiconque ose défier la puissance de Zeus C'est vraiment le doit père, être puni. le père protecteur, le père qui est vraiment. Dans un monde
c'est un avec mon père, c'est mon modèle de père, quoi. Voilà. Vraiment. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai laissé pousser ma barbe pour ressembler à Ulysse 31. À un moment donné, j'ai eu les cheveux longs, mais ça, je les ai coupés. Vous êtes vivant. C'était vraiment le père voilà, avec une moralité très très droite. Moi, j'avais un père comme ça qui était très 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 droit, très honnête. Enfin, en tout cas, c'est l'image qu'il donnait. À l'intérieur, je sais pas comment il était, mais l'image qu'il donnait, c'était de quelqu'un de très droit qui donnait toujours les bonnes valeurs, les vraies valeurs, ce qu'il faut être dans la vie, quoi. Et donc, cet Ulysse 31, c'est exactement ça. Et lui aussi, il a une voix extraordinaire. Et là, la voix, pour le coup, cette voix chaude et rassurante, c'est Claude Giraud. Voilà, Claude Giraud qui a fait plein de voix françaises, d'acteurs américains. Mais si vous voulez le voir en tant qu'acteur, c'est lui qui joue Slimane dans Rabbi Jacob. Eh oui. Pas Slimane, donc l'arabe, quoi. Donc voilà, c'est assez marrant de s'imaginer qu'il a joué dans ça. Et donc voilà, c'est lui qui a cette voix très chaude et très rassurante. Du coup, voilà, donc moi je suis un peu passé à côté de... C'est pas que je suis passé à côté d'Albator, mais je regardais, mais vraiment du coin de l'œil, ça me fascinait, mais en même temps ça me faisait très peur. Pareil pour Cobra d'ailleurs, que j'ai découvert beaucoup plus tard. C'était trop adulte pour moi en fait. Cobra, ça me fascinait, mais en même temps, je sais pas, c'était malsain, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'étais trop gamin, mais je pense que je suis encore trop gamin de toute façon. Voilà. Mais bon, maintenant j'arrive à suivre des trucs un peu plus adultes comme Albator et Cobra. Cobra, pour le coup, c'était vraiment plus adulte, quoi. Et j'ai découvert bien plus tard, parce que bien plus tard, évidemment, je suis enfin devenu intelligent, enfin un petit peu plus. Et j'ai compris que le monde n'était pas noir ou blanc. Voilà, il y avait du gris. Voilà, on pouvait être quelqu'un de bon en faisant et que parfois de faire des choses mauvaises pour la bonne cause. Enfin, bref, c'est un peu compliqué. Ça, c'était quelque chose que j'avais vraiment très 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 difficile à comprendre quand j'étais jeune. Et donc, pour m'aider à voir ce monde un peu moins binaire, il y a eu Tsukasa Ojo. Alors, Tsukasa Ojo, ce nom vous dit certainement quelque chose, et vous avez compris, je veux parler de Cat's Eyes. Cat's Eyes en 1986 sur France 3. J'ai 17 ans. J'ai 17 ans et effectivement, je ne suis pas en train de vous parler de Nicky Larson, parce que vous pensiez sûrement que c'était Nicky Larson, qui est l'œuvre la plus connue de Tsukasa Ojo. Mais voilà, Nicky Larson, c'est 4 ans plus tard. Nicky Larson, c'est en 1990, et donc là, j'ai 21 ans, mon père est décédé, voilà, je suis plus trop dessin animé, quoi. Je vous avoue, voilà, c'est fini les trucs d'enfant. Je vais y revenir sans doute par après, mais là, à 21 ans, voilà, non. Par contre, voilà, voilà, j'ai parlé de mon père qui est décédé, ça m'a perturbé un petit peu, mais voilà, c'est un moment important dans l'histoire. Si je fais de l'histoire de ma vie et de manga, forcément, ça va avoir une influence. Donc voilà. En plus, dans Nicky Larson, je sens qu'il y a un souci de narration. Vous comprendrez plus tard et assez vite qu'il y a de la censure. Du coup, la censure crée des histoires un peu incohérentes et les acteurs s'en donnent à cœur joie pour faire tout et n'importe quoi. Et ça, je le sens. Moi, j'aime bien quand les histoires sont compréhensibles. Alors, attention, parce que là, je vais vous parler de quelque chose. Ceux qui me connaissent le savent. J'adore l'absurde. Mais j'adore l'absurde quand il est volontaire. Ici, l'absurde qu'il y a dans Nicky Larson, il est involontaire, c'est-à-dire qu'il est artificiel. C'est pour pouvoir expliquer des choses qu'on a dû couper, qu'on est obligé de dire des phrases qui n'ont aucun sens. Donc c'est un absurde, mais un absurde, c'est plus ce que j'appellerais du what the fuck. Qu'est-ce qui se passe? Quand c'est absurde, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis un grand fan des Monty Python, je suis un grand fan du Muppet Show, de Doctor Who, que j'avais la chance de pouvoir voir parce qu'on captait la BBC très, 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 très tôt. Donc j'ai vu pas les premiers épisodes, mais sans doute les saisons suivantes de Doctor Who. Ça me fascinait, ça avait l'air délirant.
J'adore l'humour. Alors, Benny Hill, évidemment, c'est moins absurde, mais voilà, ce genre d'humour british, là. Et en 1988, en parlant d'animé, il y avait Dr. Slump. Et Dr. Slump, j'étais mais fou de Dr. Slump. Je trouvais ça super drôle. Sacré professeur Slump, tu es un farceur. Sacré professeur Slump, génie au grand cœur. Quand tu as inventé le joli robot Aral, cette petite fillette t'était donné bien du mal. Mais tu ne savais pas que tu allais bien t'amuser. Si c'était à refaire, eh bien tu recommencerais. Sacré professeur Slump, tu es un farceur. Sacré professeur Slump, génie au grand cœur. Sacré professeur Slump, tu es un farceur. Mais c'est voulu. Il y avait aussi le collège Fou en 1989. Exagéré, on n'est tout de même pas fait. Pour travailler comme des damnés, il faudrait inventer un collège fou, où tout le monde est fou. Un collège fou, et rien que pour nous. Un collège fou, où on ne fait rien du tout. Un collège fou, c'est ça qui serait doux. C'était hilarant, mais là c'est voulu, c'est pas dû à la censure. La censure crée des problèmes, hein. On va avoir ce même problème avec Radma Enemy en 1992. J'ai 23 ans, je ne regarde plus trop les dessins animés, mais enfin je me dis, 23 ans, il y a des dessins animés, les 2 premiers épisodes, il y a des dames avec des seins nus. Parce que les 2 premiers épisodes ne sont pas censurés. Après, les épisodes sont censurés, et effectivement, ça redevient n'importe quoi. On sent qu'il y a des choses qui coincent. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il fallait pas les censurer. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une différence de culture entre la culture francophone et la culture japonaise, clairement. Et je pense qu'ils ont bien fait de censurer. Enfin, en tout cas, on aurait pu mettre des âges. C'est-à-dire que maintenant, on sait, à l'époque, un dessin animé, c'était pour les enfants. Et s'il fallait... les ados, c'était plutôt Sankukai ou des choses comme ça. C'était plutôt du live action ou des séries. Mais les dessins animés, c'était pour les enfants. Et donc, on ne pouvait pas imaginer des dessins animés pour adolescents. Il n'y avait pas encore cette marque, cette différence que maintenant on peut faire. Et donc, on peut prévenir en plus, maintenant, voilà, c'est sur Internet ou en DVD. On peut prévenir, attention, il faut avoir 12 ans, 14 ans, 16 ans. Voilà, on peut prévenir un peu l'âge. À l'époque, pas. À l'époque, tous les enfants pouvaient regarder. Donc, forcément, c'était censuré. Et je comprends. Et je dis pas que ça n'aurait pas dû être censuré. Je dis juste que, voilà, à la limite, il aurait peut-être mieux valu ne pas les montrer. Il y a d'autres dessins animés qu'on pouvait montrer. D'autant que, bon, voilà, la nudité était censurée, mais pas tellement la violence, quoi. Quoique, si, hein, parce qu'il y a encore ce manga, cet animé que j'ai pas beaucoup regardé, là, qui est... Ken le survivant. Ken le survivant, j'ai pas beaucoup regardé ça, je sais même pas en quelle année c'était. Et je sais qu'il était très censuré aussi, mais là c'est pour des raisons de violence, de sang, de tête qui éclate et des choses comme ça, quoi. Donc voilà. Et du coup j'ai laissé un peu de côté le pourquoi je préférais Cat's Eyes à Nicky Larson. Donc il y avait l'histoire évidemment de la censure et du what the fuck. L'histoire me semblait moins censurée chez Cat's Eyes, mais surtout regardez le générique. Voilà. Alors évidemment, les féministes qui vont dire toujours des filles sexy, bon, ok, oui, c'est vrai, et c'est vrai que c'est ça qui un peu attire les geeks et les nerds, hein, on est d'accord, voilà. Mais en même temps, depuis le début, vous pouvez voir qu'il y a dans l'animation japonaise, les femmes sont actives, les femmes font des choses, elles ne sont pas la petite fille à protéger, elles ne sont pas la petite femme à protéger, il y a toujours des femmes fortes, il y a toujours des femmes indépendantes. Alors oui, elles sont sexy, ça, il n'y a rien à dire, mais elles sont fortes. Et donc, il y a très peu de véritables sexistes chez les geeks et chez les nerds. Et donc, en fait, pourquoi aussi j'aime Cat's Eyes ? Parce que, enfin, ou les mangas où il y a des filles, et ça c'est classique, et c'est surtout vrai même pour le Japon. Au Japon, il y a ce phénomène-là. C'est-à-dire que moi, dans mon esprit,
l'homme, il doit toujours être droit, il doit toujours montrer l'exemple, il doit être, voilà, c'est très paternaliste en fait. Surtout quand j'étais jeune, hein. J'ai un peu quitté ce modèle-là, mais bon, surtout quand j'étais jeune. Et donc, la fille, elle, dans mon esprit de garçon, hein, donc je ne sais pas comment les filles le voient, elle, mais dans mon esprit, la fille, elle peut se permettre d'utiliser des moyens détournés. Donc là, c'était 3 voleuses. Je n'aurais pas aimé ça si ça avait été des hommes, mais comme c'est des filles, je me dis, elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix parce qu'on est dans un monde où les hommes dominent et où, si elles veulent bah, faire valoir leurs droits, elles doivent utiliser des moyens détournés. Voilà. Au Japon, c'est encore pire parce que il y a, c'est en voyant Gunbuster, une série, on en parlera plus tard, pas dans cette vidéo. Pourquoi ce sont des femmes souvent qui sont des héroïnes? Parce que la femme, il y a un doute sur le fait, est-ce qu'elle va choisir l'amour, la vie de famille, ou est-ce qu'elle va choisir son devoir et le sacrifice? Alors que l'homme, il doit se sacrifier, il n'a pas le choix. Sinon, ça ne va pas être bien vu, sinon les gens vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que cet homme, enfin, voilà. Et donc, c'est ça le pourquoi il y a tant de femmes héroïnes dans les mangas et dans les animés. Ça paraît bizarre, et donc ça vient du paternisme en fait, hein. C'est vraiment parce que l'homme doit être droit, il doit se sacrifier pour sa famille. Ce qu'on retrouve dans le film là, A Quiet Place, le père doit se sacrifier pour sa famille, alors que la mère pas. La mère, elle doit protéger sa famille, et au contraire, elle doit tout faire, même utiliser des moyens illégaux ou malhonnêtes pour protéger sa famille. Voilà, c'est un détail un peu ethnologique, mais je pense que c'est assez important de l'expliquer, pour expliquer pourquoi est-ce que souvent ce sont des filles, des femmes qui sont héroïnes dans les mangas, et pourquoi les femmes, elles aussi, peuvent se permettre, souvent c'est le personnage un peu, pas négatif, mais le personnage un peu roublard, parce qu'elle, elle peut, alors que l'homme, lui, non, il doit être droit. Pas grand-chose encore à dire sur tout ça, donc vous voyez un peu le parcours de dessin animé. Il va y avoir un dessin animé dont je n'ai pas encore parlé, à raison, c'est-à-dire que c'est pas un dessin animé qui m'a beaucoup accroché. C'est Dragon Ball. Alors Dragon Ball, la première saison, la première série, elle sort en 1988. Donc c'est à peu près à la même époque que Dr. Slump. Je regarde sans que ça ait plus d'importance que les autres dessins animés. Je trouvais ça mignon, je trouvais ça chouette. Je dis, ah tiens, c'est le même que Dr. Slump. Vous voyez comment je fonctionne. Non, si vous regardez Dr. Slump, vous dites, ah, c'est Akira Toriyama, comme Dragon Ball, mais à l'époque, pas. C'était plutôt l'inverse. Et donc, bon, c'est une période, hein, je répète ça, un peu difficile pour moi. Je me réfugiais plutôt dans la littérature, dans les jeux de rôle, dans les jeux vidéo. Je ne regardais pas tellement de dessins animés. Du coup, je passe à côté du grand phénomène qui est Dragon Ball Z en 1990, qui aura un peu les mêmes conséquences que Goldorak a eu 12 ans plus tôt. C'est-à-dire que vraiment là, avec Dragon Ball Z, ça y est, on est dans l'animation japonaise, on sait ce que c'est, et ça va vraiment se populariser, quoi. Ça va vraiment devenir un phénomène. Avec des goodies, avec tout ce que Star Wars avait amené. Mais moi, je vais passer un peu à côté. Je vais voir quelques épisodes comme ça, mais je ne vais pas accrocher dans le sens où Dragon Ball, je vais... Pourtant, voilà, je pense que Dragon Ball, c'est vraiment ce qui est la référence pour les jeunes du 21e siècle en animation. Ils se disent, voilà, c'est la référence. C'est une référence pour moi aussi, hein, mais elle est venue plus tard. Parce que là, maintenant, je vais arrêter la vidéo ici, et dans la vidéo seconde, je vous parlerai des mangas papier, plutôt, et donc des livres et de la lecture en manga papier. Et on commencera par un film d'animation, je pense, parce que c'est lui qui a amené ce manga papier à être diffusé en Europe, en France en tout cas, et en Belgique. C'est Akira. Rien à voir avec Akira Toriyama, qui est le dessinateur de Dragon Ball, mais Akira qui est dessiné par... je le mets ici. Katsuhiro Otomo, je pense. C'est ça. Katsuhiro Otomo, voilà. Akira.
d'époque. Hein. Donc voilà. Et ça, on en parle dans la deuxième vidéo. À bientôt. Quand même, hein, quand j'y réfléchis, je me demande ce qui me plaisait dans l'animation japonaise. J'ai beau chercher, je vois pas ce qu'il y a de plus par rapport à l'animation européenne ou l'animation... voilà. Je vois vraiment pas. Qu'est-ce qui pourrait bien me plaire de plus dans ces animations? Bon, je sais pas. Je vais réfléchir encore. Certainement les valeurs humaines, la droiture, le côté samouraï, le côté honneur. Ça doit être ça qui me plaisait sur les animations japonaises. Je vois vraiment pas ce que ça pourrait être d'autre. Ou alors l'humour. Il y avait quand même beaucoup d'humour, hein, l'humour un peu absurde, comme ça que j'aimais bien. Ça devait être l'humour, ouais, sûrement ça. Certainement l'humour qui me fait aimer les mangas, les dessins animés japonais. Je vois vraiment pas ce que ça pourrait être d'autre.